Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Roland Magdan. Et bonjour. Bonjour Roland, comment vas-tu? Ça va, Sofiane? Ça va super, merci et toi? Va bien, ça va bien. Ouais, bon, enfin, on fait aller, hein, comme tout le monde, hein, qu'est-ce que je te dis? On écrit, on passe le temps à écrire en se disant qu'un jour, peut-être qu'on pourra revenir sur scène, quoi. Ouais, c'est vrai que là, on vit tous dans l'espoir. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un honneur. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation parce que on a eu l'occasion de se rencontrer lors d'un festival à Villedieu-Loing-Molon et j'ai eu le plaisir de te rencontrer. C'était vraiment un honneur à ce moment-là parce que ça fait des années vraiment que j'écoute tes sketchs, tout ça. Et d'ailleurs, je suis d'autant plus fier de faire cet épisode avec toi que non seulement tu es l'un de mes humoristes préférés, mais également l'un des humoristes préférés de ma mère. Ah, ta mère a très bon goût, c'est Ah, normal. ah bah magnifique, ah bah absolument. Tu sais, le sketch de toi qui nous réunit vraiment, le sketch de toi qui nous fait hurler de rire à chaque fois et à chaque fois on y fait référence, c'est ton sketch sur les supermarchés. Ah bah oui, oui, effectivement. Et à chaque fois que je prends un chariot qui déconne un petit peu, je pense toujours à toi avec le chariot qui couine, coincé avec la feuille de salade et tout. C'était vraiment d'une justesse. À chaque fois que je fais les courses, je retombe forcément sur un élément que tu as cité dans le sketch et ça me fait toujours marrer. Donc vraiment, un double merci d'avoir accepté l'invitation. C'est comme ça que je reste en fait présent chez les gens, c'est que il y a souvent comme ça des trucs que je dis dans des sketchs et puis ils retrouvent ça dans leur vie de tous les jours et ça c'est génial. Tu sais les chariots qui couinent, même maintenant, je m'en suis encore chopé un il y a 15 jours. Il y avait la caissière au supermarché, elle me disait c'est pas possible, vous le faites exprès pour nous faire rigoler. Je dis non non. Il y a 200 chariots, il y en a un qui a la roue qui couine, c'est moi qui le chope, hein. Ça tu peux y aller. Ouais. Ah, mais on le vit à chaque fois et c'est vrai que c'est magnifique, quoi. Ou à chaque fois, je pense à toi aussi quand j'arrive à la caisse et que la personne devant moi a pris un article sur lequel il n'y avait pas le code barre, tu vois, il n'y avait pas le prix, quoi. Oh la vache, ah, ça. Et puis les mecs sur l'autoroute qui n'arrivent pas à prendre leur ticket, là. Après, ils mettent essaient de tomber par terre et tout. Voilà, vache, ça, je pourrais les tuer. Ah. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons de s'énerver, mais heureusement, on arrive à les transformer en sketch drôle et vraiment, tu l'as fait avec brio, il n'y a pas de souci. Et donc, ben, au cours de ta carrière ben, de plusieurs décennies quand même, hein, parce que ça doit faire quoi, 30, 40 ans que tu montes sur scène? Ouais, arrête, ne parle pas de ça. Ça fait 40 ans, ça fait 40 ans. Je vais terminer en déambulateur sur scène, mais je lâcherai pas l'affaire, hein. Mais c'est ça le but justement, parce que tu sais, quand on regarde le stand-up, tout ça, l'humour aux États-Unis et tout, il y a des humoristes qui montent jusqu'à, mais vraiment, bah, jusqu'à la fin, quoi. Je pense notamment à George Carlin et tout, qui a cartonné alors qu'il avait plus de 70 ans, tout ça. Enfin voilà, je veux dire, c'est vraiment une passion qui nous consume et qui va nous suivre toute notre vie, quoi. Exactement, ben, c'est comme la musique. Tu vois les Rolling Stones, voilà, c'est ça. C'est pas, ils ont plus besoin de monter sur scène pour gagner de l'argent. Ils y vont parce qu'ils sont passionnés par la musique. Ben, c'est pareil. L'humour, c'est la même chose. Quand on aime ça, on peut plus s'en passer, quoi. Ah ben oui. Mais en tout cas, c'est vraiment génial. Et justement, au cours de cette, longue carrière, tu as eu donc, une ou plusieurs anecdotes que tu vas nous raconter? Bah, écoute, j'en ai 2. La première, c'est quand j'ai fait l'Olympia, la première fois de ma vie et Ouais. c'est la première fois, bon, 2 000 personnes. J'avais fait un spectacle qui s'appelait 2 heures de rire et 2 minutes de silence et c'était vraiment 2 heures de rire. J'avais tout rodé, c'était, vraiment et j'avais ma mère qui était au premier rang. Elle habite en province, hein, donc ils étaient déjà venus avec mon père à Paris. Déjà, c'était l'événement du siècle, là, tu sais? Bon, venir à Paris, bon, ils étaient au premier rang et ma mère, elle avait son sac sur ses genoux comme ça, puis elle me regardait. Et puis écoute, pendant 2 heures, elle n'a pas décroché un sourire, mais rien, quoi, que dalle. Aïe. Et puis je voyais qu'elle, bien entendu. Et là, à un moment donné, je dis à mon secrétaire à l'époque, je lui dis, écoute, dis à ma mère, à la fin du spectacle, je lui dis, il y avait tous les journalistes, c'était la première et tout. Je dis à mon secrétaire, non, non, je reçois pas les journalistes, je reçois personne, fais venir ma mère dans ma loge. Ma mère, elle arrive, je lui dis, maman, assieds-toi. Alors elle s'assoit, pareil, avec le sac sur les genoux. C'est comme elle était. Elle avait son petit sac sur les genoux quand elle était au premier rang, et là, elle avait son petit sac sur les genoux. Et là, je lui dis, écoute, maman, il faut qu'on règle un problème. C'est-à-dire que j'ai 33 ans, c'est mon premier Olympia, il y a 2000 personnes qui sont mortes de rire pendant 2 heures, et toi, tu n'as absolument jamais rigolé. Jamais.
Et là, elle me regarde, elle est terrorisée, tu sais, avec son petit sac sur les genoux, elle me regarde, puis elle me dit, non, mais c'est pas ça. C'est parce que quand tu étais petit, tu n'as jamais pu apprendre une leçon par cœur. Alors j'étais sûr que tu allais avoir un trou de mémoire. Ah, c'est magnifique. La bienveillance d'une maman et l'inquiétude d'une maman, tu vois, elle était juste là, genre, allez, Roland, vas-y. Oh, c'est tellement beau. Tu peux être à l'Olympia, tu peux être ce que tu veux, le président de la République. Pour ta mère, tu es toujours un petit bébé, quoi. Moi, c'est vrai que j'arrivais pas à retenir une leçon, donc à lui dire, il va jamais y arriver, quoi. Ah, ben, c'est vraiment beau. Moi, je m'étais dit, peut-être qu'elle avait inversé le titre. Peut-être qu'elle avait compris que ça s'appelait 2 heures de silence et 2 minutes de rire, tu vois. Ah, tu vois, tu peux pas t'empêcher de faire des jokes, hein. Toi aussi. Ah bah c'est notre vie, hein, tu sais, c'est notre vie. Et vraiment, mais c'est tellement beau. J'ai l'impression que quand tes parents sont dans la salle, ils sont pas en mode je veux rire avec mon fils ou tu vois ou avec ma fille. Non, C'est plus en mode je veux voir si les gens qui sont venus voir mon fils ou ma fille vont apprécier. Donc ils sont c'est bien. plus en mode manager avec toi, tu vois, ou je sais pas. Mais mes parents, c'est ça. C'est-à-dire, ma mère, elle était tétanisée parce qu'elle a peur que j'ai un trou de mémoire. Et mon père, lui, c'est l'inverse. Chaque fois que les gens riaient, il se retournait. Genre, vous voyez, c'est mon fils. Ah bah là ils t'ont offert un souvenir indélébile là c'est magnifique. Et encore, même plus loin que ça, parce que mes parents étaient des gens malheureusement, je les ai plus, ni l'un ni l'autre, mais c'est des gens très discrets, c'est très. Et un jour, mon père, il me dit, c'est quand j'avais fait lettre à ma mère, tu sais, le prochain disque, parce qu'elle postait les disques, quoi. Est-ce que tu pourrais éviter de parler de la famille? Ah ben malheureusement là il allait t'enlever 80% de ton matériel là. Oui, parce que tous les gens dans la rue, ils leur disaient, alors, votre fils, il vous écrit toujours. Donc, ils en avaient ras-le-bol. Parce qu'il y avait ça. Tu vois, en ce moment, j'écris plein de lettres, c'est Pépé et Mémé. L'année dernière, c'est encore une autre anecdote. J'étais à Venise, je me baladais avec ma femme. Et, alors, les gens, ils disent toujours, ils me saluent, tu sais, quand ils me voient de loin pour faire voir qu'ils m'aiment bien, ils me disent, oh, ça va, Pépé? Bon, alors déjà, et à Venise, déjà, ouais, ça va, Pépé, il y a un groupe de Français. Et là, il y a un mec, alors là, il fait le top. Il me dit, ça va, Pépé? Puis il regarde ma femme à côté de moi et il lui dit, oh, il a amené sa mémé. Elle a du mal le prendre j'imagine. Elle aurait tué ma femme. Oh, il a amené sa mémé. Ah mais ça en fait c'est le phénomène quand tu es bon moi je suis vraiment pas là-dedans hein, mais je veux dire ça c'est le phénomène après quand tu as dépassé la notoriété et que quelque part les gens considèrent que ton univers en fait leur appartient, c'est-à-dire que ils te voient pour eux, c'est ah bah tiens, il était dans ma télé hier soir. Donc c'est comme si tu leur appartenais un petit peu. Donc ils s'approprient un petit peu ton univers et c'est pour ça c'est de l'amour. Bon, un peu maladroit, j'avoue, mais Non, c'est que de l'amour en fait. C'est beau d'avoir des histoires comme ça où tu as ah ouais. vraiment les gens qui s'approprient ton travail et qui se disent on a vécu la même chose et tout. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le supermarché, c'est que tu rentres dans la vie des gens et les gens se souviennent de toi comme ça. C'est vraiment beau, quoi. C'est magnifique. Eh oui, franchement, bah, c'est pour ça d'ailleurs que j'allais dire, c'est pour ça qu'un comique reste éternel quelque part, enfin éternel, parce que effectivement les gens se retrouvent tellement chez un comique. Et j'ai une autre petite anecdote aussi, alors, qui est beaucoup plus tendre, qui est très jolie. Quand comme tous les papas, je racontais des histoires à ma fille le soir pour qu'elle s'endorme. Mhm. Et elle était toute petite et donc elle savait pas ce que je faisais comme métier. C'est très dur d'expliquer à une petite fille, un petit enfant, que tu fais rire les gens, quoi. C'est vachement dur à expliquer. Je sais pas comment ça. Et un jour, donc je raconte une histoire. Elle pousse dans la bouche comme ça, tu sais, elle m'écoutait à moitié Mhm. endormie, son petit oreiller là. Et puis je raconte une histoire. Et à un moment donné, je me mets une pouce dans la bouche pour dire ça. Elle me dit, oh papa. Oh, tu les racontes bien, les histoires. Et là, quand elle me dit, papa, tu racontes bien les histoires, j'en profite, toi. Et je lui dis, mais c'est ça le métier de papa. Papa, il raconte des histoires aux gens. Et là, elle me dit, et après, ils s'endorment. Ah, c'est tellement mignon. Et après, ils s'endorment.
les yeux lourds de sommeil, la pauvre. Oh, c'est tellement. Ben, tu sais, c'est la candeur d'un enfant et tout. Et elle devait imaginer peut-être l'Olympia, si un jour tu l'amenais, tu disais, bah, tu vois, les 2000 personnes là, je leur ai raconté des histoires. Elle devait imaginer une espèce de dortoir géant, tu sais. Ah, c'est. Oh, exactement. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est tellement beau. Mais c'est la beauté d'avoir des enfants comme ça qui découvrent un petit peu un monde qui n'est pas le monde classique, parce que le monde de l'humour, le monde du spectacle, du showbiz, tout ça, c'est pas le monde que les gens, que Monsieur Tout le Monde connaît. Et vraiment, de voir leurs yeux s'émerveiller, tout ça, quand il y a des histoires comme ça qui arrivent et tout, quand ils viennent te voir en spectacle, parce que j'imagine qu'après, elle a vu ton spectacle un petit peu plus tard. Oui, oui, oui. Ah. Et est-ce qu'elle a compris, du coup, est-ce qu'elle a mieux compris ton métier à ce moment-là? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais ils comprennent en deux temps, parce qu'à un moment donné, quand ils viennent, quand ils ont 10 ans, ils comprennent pas tout, et machin. Puis après, quand ils ont 20 ans, après c'est autre chose, c'est encore un autre, c'est une autre approche, quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours, pour les enfants, moi je me souviens, mes parents faisaient pas ce métier, mais quand aller au spectacle, c'était déjà un moment fabuleux, quoi. Euh, Moi, j'y allais pas souvent en plus, donc c'était vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est un monde, en fait, on arrive, on est un petit enfant entouré de ses parents et tout, et puis on arrive dans un endroit où tout le monde se mélange. Sur scène, tu vois une personne qui chante ou qui fait des blagues, tout ça, et voilà. Toi, tu allais voir des comiques quand tu étais plus jeune? Bah, oui, j'étais voir moi Fernand Reynaud. C'est en voyant Fernand Reynaud, d'ailleurs, à l'époque, j'ai dit, ouais, c'est ce que je veux faire, quoi. Je pensais vraiment pas faire ce métier au début, puisque au départ, j'avais un défaut de prononciation, moi. Et Mhm. c'est de mettre comme ça, ma langue, les F, de Ah. glisser sur les F. Ah oui. Donc, c'est un peu fiant. C'était un peu fiant pour faire des sketchs. Mais donc, et j'ai été voir, j'avais 13 ans, mes parents on pouvait prendre un cours chez un orthophoniste Mhm. pour enlever ce défaut. Et cet orthophoniste, il donnait des cours de théâtre. Donc, si tu veux, pour assister à mon cours d'orthophonie, j'assistais à la fin du cours de théâtre. Et c'était des mômes qui avaient 17, 18 ans. Moi, j'en avais 13. Mais tout d'un coup, moi qui m'intéressais à rien, parce qu'à l'école, moi, je m'intéressais à rien, quoi. Ça. J'étais, comme tu dis, tu sais, les gens qui disent, je suis de passage, quoi. Il n'y a rien qui m'intéressait. Peut mieux faire, il y en a, moi, c'était non. Peut pas mieux faire, il est au taquet, il n'a pas envie. Voilà. Donc, Mhm. j'ai assisté au cours, à la fin du cours d'art dramatique de ce professeur d'orthophonie. Et là, j'ai vu un monde merveilleux, moi qui me faisais chier à lire Molière. Tout d'un coup, j'ai vu un mec qui faisait Molière. Et là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Le seul problème, c'est que là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire, parce que j'avais un défaut de prononciation. Donc, j'ai dit au prof d'orthophonie, il veut faire ça. Il m'a dit, ouais, bon, on va d'abord régler le problème d'orthophonie, et puis après, tu pourras. Donc, si tu veux, comme j'étais super motivé, en 4 mois, j'ai réglé le problème. Donc, je parlais normalement. Et là, j'ai dit au prof, bon, là, ça y est, je veux y aller. Et, euh, et le prof, il m'a dit, non, mais toi, tu as que 13 ans, l'âge minimum, c'est 15 ans. J'ai dit, d'accord. Je suis revenu à 14 ans. J'ai dit, voilà, je voudrais m'inscrire. Il m'a dit, non, l'année dernière, je t'ai dit que c'était 15 ans. Là, tu as 14 ans, tu es encore trop jeune. Je dis, non, mais je veux y aller quand même. Bon. Et là, du coup, bah, ça l'a tellement fait marrer que bah, il a dit, allez, d'accord. Et puis, c'est comme ça que, comme d'autres font du foot ou du judo, j'ai commencé à faire des cours d'art dramatique. Voilà. Waouh! Ah oui, c'est intéressant comme, comme début. Donc la question qu'on peut se poser, c'est si tu n'avais pas été chez cet orthophoniste qui faisait également du théâtre, est-ce que tu aurais fini sur scène quand même? Non, j'aurais fini en prison. Ah, bah, j'avais quelques copains qui ont fini en prison, donc il n'y avait pas de raison que je passe à travers. Ah, mais d'accord. Bah, écoute, du coup, on remercie l'orthophoniste, hein, qui a sauvé ton casier judiciaire. Ah oui. Ah, Exactement. c'est vraiment beau quand même, hein. Mais en tout cas, merci beaucoup, Roland. C'était vraiment génial. Merci pour ces anecdotes familiales magnifiques. Attends, je veux dire un petit mot, moi, aux gens qui nous écoutent. C'est que Sofiane, donc, il a fait ma première partie dans un spectacle. Et pour ceux qui l'ont pas vu, je peux vous assurer, parce qu'il le dira jamais, parce que c'est un garçon très discret, je peux vous assurer qu'il a beaucoup de présence, il a beaucoup de talent, et un jour, ça va le faire. Continuez à le soutenir parce que vraiment, il le mérite. Voilà. Eh ben, ça me va droit au cœur. Je te remercie vraiment. C'est un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire. Je te remercie beaucoup. Venant de toi, c'est un plus grand honneur encore.
Non, mais écoutez, vraiment, je suis sincère. Et d'ailleurs, on s'était pas eu au téléphone depuis, je veux dire, presque des années. Bah, quand il m'a appelé, tout de suite, ouais, Sofiane, bah oui, bien sûr. Ah, bah, ça me va droit au cœur et je te remercie beaucoup. J'encourage tous les gens vraiment à voir bah, surtout ton sketch des, des supermarchés qui date de pas mal de temps, mais qui reste actuel, hein. Vraiment, c'est ça, je pense que c'est ça ta force. Même si tes sketchs ont plusieurs années, ils restent d'actualité et c'est ça qui fait la force d'un humoriste, je pense, c'est d'être intemporel. Et je pense que quasiment tout ton matériel est intemporel et on peut le découvrir aujourd'hui avec grand plaisir. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, tout ça Site officiel, Roland McDan. Et D'accord. voilà, sur Facebook, et, vous serez au courant de tout. Ben, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.